Il est maintenant plus de 12h30 et c'est le rendez-vous avec Pierre Lessard. Donc, vous pouvez rester en ligne parce que de Unis pour l'humanité, on est avec moi et puis je vais accueillir vos questions concernant votre parcours de vie, les difficultés qu'on rencontre, les beaux moments qu'on rencontre aussi. J'essaie d'apporter des pistes de transformation pour le mieux, pour l'équilibre, pour l'harmonie et avec humilité et selon toute mon expérience. Alors, merci à tous ceux et celles qui étaient là à Unis pour l'humanité et on peut commencer à poser les questions. Je vous rappelle que pour Rendez-vous avec Pierre Lessard, la rediffusion sera disponible dans vos espaces membres demain au plus tard, peut-être aujourd'hui même, ce soir ou demain. Particulièrement si vous êtes en Europe, ça risque d'être plutôt demain matin à votre lever ou ce sera dans votre espace membre. Alors, le but de notre rencontre, c'est de favoriser une aide, peut-être un peu plus de clarté, peut-être un autre regard sur ce que vous vivez. Évidemment, je ne donne pas une formation en ligne, mais j'essaie humblement de vous aider. Alors, il ne s'agit pas de poser des questions sur des thèmes extérieurs, pour l'un, pour l'autre, ou des connaissances qui proviennent d'ailleurs. Il s'agit de euh, se dire, tiens, dans mon chemin de vie, il y a quelque chose que je veux comprendre, il y a peut-être une entrave, je ne sais pas son sens, ou comment est-ce que je peux découvrir son sens. Alors, voyons ensemble les pistes que on peut éclairer par rapport à tout ça. Donc, j'attends vos questions. Vous posez vos questions dans le chat. Hein? Je pense qu'on les a mis dans le question et answer. On les met dans le chat et s'il vous plaît, vos questions, vous les faites précéder de 3 points d'interrogation et terminer par 3 points d'interrogation. Alors, je vais demander là qu'on vienne m'accompagner parce que j'ai plus rien, je ne vois plus rien sur le chat, donc je ne peux pas voir vos questions. Ah voilà, c'est réapparu. Alors, n'oubliez pas vos points d'interrogation pour que je puisse les distinguer de différents commentaires. Alors, il y a Oriane qui nous parle de la Martinique. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y a des gens de partout, vous le voyez. J'aime bien quand vous indiquez votre prénom et d'où vous venez. Comme ça, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de frontières entre nous lorsqu'on est au niveau de notre cœur. Alors, elle nous dit qu'elle est de la Martinique. Ah, bah, c'est une salutation. Colette, elle se pose une question depuis quelques jours. Est-ce que pour ressentir l'unité en soi, on doit réussir à traverser différentes épreuves dans le but d'atteindre l'équilibre en soi? Bref, est-ce que le chemin de l'unité est la suite du chemin de l'équilibre en soi? Eh bien, le chemin de l'unité, c'est un chemin de retrouvailles de soi. Ce que je vous propose comme vision de vous, c'est que vous êtes déjà unis. Vous êtes unis à vous-même, vous êtes unis à la vie. Toutefois, les exigences de la vie, les épreuves, les douleurs, les blessures, les peurs que cela a généré, quelquefois des croyances qui sont pas tout à fait justes, les attentes, les attaches, en fait, tout ça, les désirs, font en sorte de nous voiler de nous-mêmes, de nous voiler de l'être qui, de par sa nature, est uni. C'est pour ça qu'on parle d'un chemin vers l'unité. On parle d'un parcours vers l'unité, donc un parcours d'unification. Nous sommes tous mus par une puissante énergie d'amour, c'est une énergie unificatrice. Donc sur ce parcours, euh, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, d'obligation de traverser les épreuves, c'est-à-dire que nos états, nos attitudes et nos pensées qui influencent nos comportements contribue à attirer, à créer des expériences. Et devant une même situation, deux individus peuvent avoir des pensées, des attitudes, des comportements très différents et leurs expériences, non seulement de la situation, les expériences que cela générera seront différentes. Alors,
des expériences sont quelquefois joyeuses et quelquefois très exigeantes, difficiles. Toutefois, ce sont toutes des expériences qui ont pour but de nous amener à être plus en contact avec nous, à être plus près, à être plus nous-mêmes, donc à nous unir à nous-mêmes, à retrouver l'état d'union à soi pour retrouver l'état d'union aux autres. Donc, le parcours vers l'équilibre se situe dans le parcours d'unité. Alors, on peut aussi imaginer qu'il y a l'équilibre à retrouver, mais l'équilibre se gagne, se perd, se gagne, se perd. On pourrait dire, vous savez, il y a des hauts et des bas. Et bon, quelquefois dans les hauts, c'est qu'on retrouve de l'équilibre et dans les bas, quelquefois, on perd de l'équilibre. Qu'est-ce qui nous fait perdre de l'équilibre? Ce sont les blessures, ce sont quelquefois les regards qu'on pose sur quelque chose, les états dans lesquels on se met devant quelque chose qui, quelquefois, nous font perdre notre équilibre. Quelquefois, il y a des retrouvailles parce qu'on retrouve une force intérieure, on retrouve un élan d'amour, on retrouve une inspiration qui vont nous aider à poser notre pensée différemment, à transformer un état, une attitude, et tout à coup, tiens, une vie qui pouvait, un passage de vie qui pouvait sembler déséquilibré, tout à coup semble vouloir se réharmoniser, se rééquilibrer. Donc, à votre question, euh, Colette, je dirais en fait, le parcours de l'unité, de l'équilibre, est à l'intérieur du parcours de retrouvailles de l'unité. C'est un parcours, si on veut, évolutif, parcours d'amour, de conscience, dont les difficultés sont en soi des messages d'aspects qui sont à transformer. Ça, c'est très important. Alors, tant et aussi longtemps que les événements, les circonstances, les entraves, les heurts de la vie vous semblent être comme une fatalité ou une punition ou quelque chose qui s'abat sur vous et dont vous êtes victime, ben, vous êtes victime. À partir de l'instant où vous dites, tiens, si cela se produit, cela éveille des aspects de vous. Cela éveille des aspects qui vous permettent peut-être de poser un regard un peu différent, changer une attitude, changer une forme de comportement qui vont entraîner différentes expériences. Et on est tous dans ce parcours. Florence nous dit merci. Sa question, c'est, vous parlez d'esprit. Qu'est-ce que vous appelez l'esprit? Eh bien, c'est intéressant, l'esprit, l'âme, eh bien, c'est là depuis, c'est les deux parties de notre trilogie. Je parle d'esprit, je parle d'âme et je parle de l'incarnation. Donc, je parle d'une trilogie. Je dis souvent la trilogie sacrée, les trois aspects de l'être humain. Maintenant, entre l'âme et l'esprit, il y a, on pourrait dire qu'il y a deux grandes voies d'explication qui sont différentes. C'est-à-dire, depuis des millénaires, on tente de définir l'âme et l'esprit. Et puis, ce que certains appellent l'âme, d'autres l'appellent esprit. Et ce que certains appellent esprit, d'autres l'appellent l'âme. Et c'est pour ça que j'utilise les mots âme-esprit, mais on pourrait dire quand même que deux aspects en nous, quel que soit le terme. C'est pour pas s'opposer, parce que ça revient au même, ce sont des mots, on pourrait dire A et B. Il y a une partie de vous qui est vraiment associée à l'amour, c'est-à-dire que c'est toute une dimension associée à une énergie qui vous propulse. Je disais tout à l'heure, on est mu par une pulsion d'amour, on, on a tous envie d'aimer et d'être aimé. Quelle que soit la culture, quelles que soient les expériences de vie, les êtres humains ont envie d'aimer, d'être aimés, ont envie de se rencontrer, même lorsqu'ils ont envie de, par moments, dans des expériences de vie, d'être seuls. Ils ont envie d'être seuls quelquefois pour mieux se rencontrer, quelquefois parce qu'ils ont été blessés dans des relations. Et l'être humain est mu par cette puissante énergie d'amour, et l'énergie d'amour est associée à l'âme. C'est la dimension, on pourrait dire, universelle, cosmique, divine de l'être humain.
L'esprit, c'est la dimension de sa conscience. La conscience est associée à une pure connaissance. Donc, il y a dans les explications de, si on veut, de différentes voies, on parle de la conscience de l'univers, la pure connaissance de l'univers ou l'esprit universel qui se manifeste dans l'esprit de chaque être. C'est comme si votre esprit est une expression, un mandataire de l'esprit universel, votre conscience. Donc, l'esprit, c'est vraiment se manifeste par votre conscience, est une expression de la conscience universelle, donc la connaissance pure. Alors que l'âme, c'est comme si votre âme est une expression de l'âme universelle, de l'univers tout entier. Alors, votre trilogie représente l'ensemble de qui vous êtes. Est-ce que je m'exprime clairement? Dites-le moi. Maria nous dit, lorsque nous avons des symptômes de rhume sans la fièvre, mais qui sont plutôt les sinus bloqués, est-ce que la séquence élevée peut nous aider? Eh bien, oui. C'est étonnant comment une fréquence élevée a ses effets, ses influences sur le corps physique. Et je vous dis oui parce que je l'ai expérimenté pendant très longtemps. En fait, pendant, je dirais 2, presque 3 décennies, j'avais souvent les narines bloquées, les sinus bloqués. Et dès que j'élevais ma fréquence, en méditation ou dans des états d'émerveillement, les narines se débloquaient, les sinus se débloquaient. Et puis, en fait, si on peut s'en rendre compte au niveau des sinus, eh bien, c'est vrai aussi pour beaucoup d'aspects de notre corps. Et à l'inverse, lorsque notre fréquence diminue, c'est-à-dire lorsque le rythme vibratoire diminue, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, on pourrait faire une analogie pour bien comprendre. Imaginons une usine. Notre corps est comme une usine avec différents organes qui pourraient être, par analogie, comparés à différentes centres ou différentes machines. Alors, imaginons une usine. Et il y a des employés dans cette usine. Alors, ces employés, ils œuvrent, ils font leur travail en relation avec les différentes machines et ils peuvent produire à un rythme humain, régulier, ils peuvent produire un certain niveau du produit qu'ils font, qu'ils fabriquent. Or, si par exemple, il y a une grande fête la veille qui se termine très tard et il y a peut-être eu un petit peu d'abus de ceci, de cela, et que le lendemain matin, c'est plus difficile, vous savez, il y a les maux de tête, c'est un peu plus lourd, eh bien, on pourrait dire que le rythme a diminué. Hein. Les employés ne sont pas à leur potentiel naturel. Le rythme a diminué, donc il y a une diminution de fréquence. Et ce que ça donne à la toute fin, c'est qu'il y a non seulement moins de production, mais aussi il peut y avoir un petit peu de difficultés dans le travail. Donc, c'est un peu la même chose. Lorsque le rythme vibratoire diminue, on peut se rendre compte que le fonctionnement de nos organes est moins naturel. Donc, il peut y avoir différentes difficultés. Selon les zones de difficulté de l'un et de l'autre, une personne peut s'en rendre compte. Une diminution de rythme vibratoire peut créer des maux de tête chez une personne, peut créer aussi, par exemple, une constipation chez une autre personne. Je ne dis pas que la constipation est toujours reliée à cela. Je donne des exemples d'effets. Alors, quand il y a une élévation de rythme vibratoire, quand la personne se retrouve en paix, en harmonie, plus près d'elle-même, eh bien, tout a tendance à mieux fonctionner. Voilà. Donc, c'est vrai pour aussi les sinus. Florence nous dit, bon, je reviens à la même question. Alors, nous sommes avec Véronique. Comment dois-je m'y prendre pour connaître qui je suis? C'est une très, très grande question. C'est la question d'une vie, Véronique. Parce que si je l'exprimais précédemment comme notre parcours de vie, c'est un parcours d'expérience dont chaque expérience nous ramène à nous-mêmes, nous permet de dissoudre des voiles en transformant certaines pensées, états, attitudes. Eh bien,
le parcours de vie nous ramène à nous. Alors, si l'on veut, par exemple, aujourd'hui, être plus près de soi, mieux se connaître, c'est très important parce que depuis toujours, on lit connais-toi toi-même. Donc, connais-toi toi-même pour mieux t'aimer parce que quelquefois, je fais l'équation suivante. On veut aimer, on veut être plus amoureux de la vie et des autres. Or, pour augmenter son amour de la vie et des autres, il est fondamental de s'aimer. Or, on se rend compte que beaucoup de personnes ont de la difficulté à s'aimer. Et c'est alors que je dis, vous avez de la difficulté à vous aimer parce que vous ne vous connaissez pas. Alors, pour se connaître soi-même, on peut observer les différents aspects de nous qui sont là. On a tendance à observer ce qui ne fonctionne pas en soi, heu, ce qui ne fonctionne pas ou ce qui nous vient de l'extérieur. Par exemple, des personnes vont se dire, j'ai de la difficulté à conceptualiser, j'ai des difficultés manuelles. Ils connaissent vraiment leurs difficultés. Or, pour des raisons, d'humilité, de fausse modestie, aussi des raisons de justement de pas sombrer dans l'orgueil, les gens en général n'évaluent pas leurs qualités. Et puis, ce que je vous invite pour vous connaître à faire comme première étape, parce qu'il y a tout un processus, mais la première étape est importante. La première étape, c'est prendre le temps d'identifier quels sont vos talents, vos qualités naturelles avant ce que vous avez appris. Et plutôt que de les identifier que intellectuellement, commencez par identifier qu'est-ce qui de vous vous réjouit? Qu'est-ce qui de vous vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez de vous? Par exemple, vous pourriez dire: «J'aime mon regard sur les enfants qui est bienveillant. J'aime de moi ma capacité d'écoute des autres. J'aime de moi ma patience». Vous pourriez dire des choses comme ça. Là, je dis pas ça de moi, je donne des exemples. Commencez par identifier ce que vous aimez de vous. Non pas en comparaison avec les autres. Vous savez, généralement, quand je propose aux gens de nommer, d'identifier leurs qualités, ils font un processus intérieur dans lequel il y a de la comparaison avec les autres. Imaginons par exemple qu'une personne se dit: «Tiens, je suis patient. Ah mais non, il y a des gens beaucoup plus patients que moi». Eh bien, vous allez vous rendre compte que, quelles que soient les qualités que vous allez trouver de vous, il y a toujours quelqu'un qui a plus que vous. Donc, ça a tendance à affaisser, diminuer la sensation de soi. Il ne s'agit pas de se comparer. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que vous aimez de vous? Même si quelqu'un est plus patient de vous, ça vous met davantage en contact avec vous-même. Et puis, progressivement, ayez un petit calepin, un petit cahier dans lequel vous écrivez, de telle sorte que vous puissiez en remplir vraiment des pages de qualité. Quand je demande ça à des gens, quelquefois, ils ont 3, 4, 5, 6 lignes. Et puis, progressivement, ils découvrent des aspects d'eux qu'ils aiment. On a tous appris à performer, à avoir des résultats. On a appris ça à l'école. C'est-à-dire que pour être bon à l'école, il fallait avoir de très, très bonnes notes. Or, est-ce que vous pouvez aimer l'école, puis aimer une matière sans nécessairement que vous ayez réussi tous les examens à perfection? Donc là, il y a toute une transformation dans le regard sur vous. Ce que vous aimez de vous, je vous invite à ce que ce ne soit pas relié à la performance que vous avez. Par exemple, vous pouvez dire: «J'aime ma j'aime ma relation à la musique, j'aime comment je suis à l'écoute de la musique». Ça ne veut pas dire que vous avez une écoute parfaite et que vous savez distinguer les notes et non, vous aimez ça. Vous aimez, b le chant qui émerge de vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas de fausses notes, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous soyez en contact avec
qui vous êtes vraiment. Et quand je dis aimer, bah, c'est pour que justement vous délaissiez la comparaison. Alors, se connaître soi-même vous permet tout à coup d'arriver à l'autre phase qui est de vous reconnaître, d'oser vous reconnaître sans nécessairement qu'on vous reconnaisse de l'autre côté. Une autre façon aussi de vous connaître, c'est de demander à vos amis qu'est-ce qu'ils aiment de vous. Parce que c'est toujours très étonnant. Quand vos amis, par exemple à votre anniversaire, vous disent ce que j'aime de toi, c'est par exemple ton côté humoristique. Ce que j'aime de toi, c'est ta facilité à faire des analogies ou à comprendre ou à conceptualiser. Et très souvent, les amis aiment de vous des aspects que vous n'oseriez pas dire un talent ou une qualité. Je l'ai vécu pendant des années, je le vis encore avec des amis. Quand c'est l'anniversaire d'un ami, on, tous les amis se réunissent et transmettre à celui dont c'est l'anniversaire. Qu'est-ce qu'ils apprécient? Qu'est-ce qui les stimule de cette personne? Et à chaque fois, la personne est vraiment étonnée du regard des amis sur soi. Et en fait, les amis connaissent des aspects de vous. Donc, c'est une autre facette pour apprendre à connaître qui vous êtes et apprécier. Ça ne signifie pas d'occulter vos difficultés, mais souvent les difficultés, vous en avez une longue liste et c'est important de faire l'équilibre, de faire un balancier là, pour mieux vous connaître. Et en plus, ce qui est difficile pour vous, vos difficultés, sont souvent des aspects qui ne sont pas vous. C'est-à-dire que ce sont des aspects pour lesquels, par exemple, euh, vous êtes en relation avec une vieille blessure. Donc, par exemple, vous avez peur de ne pas être accueilli. Alors, par exemple, une personne va dire, moi, une de mes difficultés, c'est d'être timide. Eh bien, j'en parlais la dernière fois. Jusqu'à l'âge de 18 ans, par exemple, j'étais extrêmement timide. Et cette timidité aurait pu me définir. Toutefois, je suis pas quelqu'un de timide, mais j'étais timide. En fait, j'étais timide à cause d'un long parcours de maladie dans mon enfance, de plusieurs années, qui a fait en sorte que j'étais très entouré de l'attention familiale et surprotégé. Cette surprotection a fait en sorte que je faisais pas de sport, je faisais pas ci, je faisais pas ça. J'étais surprotégé dans une espèce de cocon et ça crée comme le fait de pas me sentir comme les autres enfants, donc j'étais timide. Et peu à peu, dans le processus, je me suis retrouvé, je vais arrêter là l'histoire, j'en parlerai une autre fois, et ça fait en sorte que me définir comme timide à cette époque, parce que genre, la timidité a éclaté à 20 ans, mais certaines personnes, cette timidité-là n'éclate jamais ou peut éclater à 60 ans. Se définir comme timide n'est pas tout à fait juste. Il y a une partie blessée de soi qui peut être timide. Or, à l'intérieur, il peut y avoir une envie profonde, un élan d'expression qui donne des indices que l'être est timide circonstanciellement. Alors, voilà, prenez le temps vraiment de nommer qu'est-ce que vous ressentez de vous. Alors, c'est un premier pas, là, je pourrais en parler pendant des semaines, des jours, c'est le centre de ce que je fais dans la vie, aider les gens à se connaître, à se reconnaître et à s'aimer. Alors, n'oubliez pas vos points d'interrogation. Je continue ici avec Nicole qui nous dit: «Peux-tu m'expliquer ce qui se passe dans un traitement de Reiki?» Non, pas directement parce que je fais pas de Reiki. Puis je sais qu'il y a différentes manipulations et invocations. Toutefois, j'ai fait des soins d'énergie depuis, je calcule avec mon âge depuis au moins 40 ans là et j'ai enseigné aussi pendant 20 ans les soins énergétiques. Alors, de façon générale,
un soin énergétique est un soin dans lequel la personne qui offre le soin élève sa fréquence, se place dans un état vraiment amoureux, un état d'amour, donc d'accueil, de bienveillance, de compassion, de reconnaissance profonde. Donc la personne qui offre un soin, en principe, délaisse sa personnalité pour plutôt entrer dans un état de très haut niveau d'amour. C'est un état christique, si vous voulez. Et dans cet état, la fréquence est très élevée. Or, si sa fréquence est élevée, ces vibrations que la personne va utiliser pour stimuler différentes parties de vous, c'est-à-dire autant au niveau émotionnel, mental que physique. Imaginons quelque chose de physique. Imaginons que quelqu'un a un mal d'épaule ou un mal de tête. La personne va, par exemple, imposer la main alors qu'elle est à haute fréquence dans un haut état amoureux, de telle sorte que ces vibrations favorisent une élévation du rythme vibratoire, ou en d'autres termes, que ces vibrations stimulent la circulation, avec l'hypothèse de base que lorsqu'il y a des mots, MAUX, c'est qu'il y a une diminution de fréquence, soit d'un organe, soit d'un secteur associé à un centre d'énergie, soit de l'ensemble de l'être. Et la diminution de fréquence fait en sorte que, comme je le disais précédemment, l'organe fonctionne moins bien ou le sang circule moins, etc. Ce qui fait que l'énergéticien à haute fréquence vient stimuler le rythme. Maintenant, si c'était que l'énergéticien qui faisait ça, eh bien, il pourrait y avoir un mieux-être temporaire, et ce qui arrive quelquefois. Donc, la personne qui est globalement ou localement stimulée par un soin a bien sûr à faire des transformations en elle, comme je le dis souvent, transformation de sa pensée, ses états, ses attitudes, ses comportements, pour favoriser son élévation de rythme vibratoire, pour que le soin puisse prendre place. Alors, c'est ce qui se passe. Maintenant, le Reiki a des invocations de maîtres, etc., à travers tout ça. De façon générale, chaque méthode de soins énergétiques a ses pratiques, ses invocations. Qu'est-ce qu'une invocation? Sinon, lorsque l'énergéticien choisit d'être dans un haut état amoureux, il fait appel à toutes les forces lumineuses. Donc, certains vont comme, demander à l'énergie christique de les accompagner pour qu'ils puissent maintenir leur état, ou d'autres vont appeler un maître, d'autres fois un autre maître. Il peut y avoir des formules, il peut y avoir une gestuelle particulière, particulier, et tout ça, c'est associé au fait de élever et maintenir élevé le rythme vibratoire. Donc, chaque méthode a ses organisations intérieures et extérieures pour l'énergéticien. Je vais vous présenter bientôt une nouvelle approche d'énergie. Je pense actuellement à ce qu'il y ait une école de soins énergétiques, de recodification aussi des cellules. On continue. Alors, je vois ici que Hugues a dit: «J'adore jouer du piano, malheureusement». Peut-être que j'ai manqué quelque chose de Hugues. Je ne sais pas pourquoi vous dites «malheureusement», parce qu'il y a adoré jouer du piano, puis il a aimé profondément votre être lorsqu'il joue du piano. Alors, vous pouvez jouer du piano et adorer ça parce que vous aimez le son que ça donne, vous aimez l'ambiance que ça crée, et aimer l'ambiance que ça crée à l'intérieur de vous. Vous vous aimez en jouant du piano. Alors, vous nous direz pourquoi vous écrivez malheureusement, Hugues. Katia nous dit: «Quelle est la différence entre s'abandonner et se désidentifier?» Eh bien, il y a une bonne différence, évidemment.
ça dépend de vous, les définitions que vous en faites de vous abandonner. S'abandonner, c'est laisser aller. Laisser aller, peut devenir un synonyme quand vous dites, par exemple: «J'abandonne une blessure», par exemple, et ses effets. Imaginons que quelqu'un dit: «Bah, j'ai été blessé dans qui j'étais quand j'étais petit, dans la petite enfance. On me disait souvent que j'y arriverais à rien, que j'étais bonne à rien». Donc c'est une blessure, une forme de blessure de rejet qui s'est développée et ce qui a créé en moi une résistance à aller vers les gens, par exemple. Alors, il faut dire abandonner tout cela, abandonner cette blessure et abandonner cette forme de résistance. Ah, c'est un terme important. Maintenant, comment faire pour abandonner? C'est un peu plus complexe parce que cette blessure vous a et vous avez à transformer cela. Se désidentifier, c'est en fait réaliser d'abord que ce n'est pas vous. La personne qui a peur, la personne qui résiste, ce n'est pas vous. En fait, c'est une structure que vous avez créée à cause d'une blessure. Ça débute généralement par une blessure de l'être. Il y a des personnes qui seront pas associées au rejet, qui vont se faire dire 3 fois que, voyons, ils sont bons à rien et pour différentes raisons, à cause de ce qu'ils sont, leur état, leur écoute, ou à cause de d'autres influences qui leur disent n'écoute pas ça, ça n'a aucun sens, ne vont pas réagir à ça. Ils ne seront pas blessés. Vous allez avoir deux enfants, l'un a dit que tu n'es bon à rien, et il y a beaucoup de feu et il n'accueille pas cela, il n'accepte pas cela. Et un autre enfant va accueillir ça et se sentir rejeté. Il a peur de l'entendre encore, de se sentir mal encore. Et ça peut être 60 ans plus tard, il a encore peur du nouveau. Il y a des gens qui n'osent pas essayer quelque chose parce qu'ils ont peur de se faire dire je suis bon rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé aussi, ils ont acheté cette croyance. Ils l'ont inscrit en eux qu'ils sont bons à rien. Et cela influence des comportements. Vous me suivez? Des expériences peuvent générer une blessure, puis la peur qui s'installe que cette blessure revienne et revienne, et elle revient, et donc les croyances que c'est vrai. Donc tout ça, c'est une structure qui s'associe à je l'appelle le personnage ou une personnalité. Mais en fait, c'est quelque chose qui provient d'une expérience ou de plusieurs que l'être a acheté. Il n'est pas bon à rien, ou il n'est pas à la hauteur, où il n'est pas non sociable. Il a acheté ça. Et ce qui fait que se désidentifier, la personne peut dire, je ne veux plus m'identifier à cette image de moi, ce personnage qui s'est développé à mon insu, inconsciemment, progressivement. Donc, dans nos vies, il y a des acteurs. Il y a nous, qui est le principal acteur, créateur de notre vie. Et autour, on rencontre des gens. Il y a la famille biologique, il y a les professeurs, il y a les amis. Et puis, ça grandit comme ça. Ils sont tous des acteurs et leur jeu, leur réplique peut avoir une influence sur vous. Alors, il peut y avoir aujourd'hui quelqu'un, par exemple, qui vous dit vous ne savez pas écouter et que ça vous touche absolument pas. Alors qu'une autre personne peut vous dire exactement la même chose, mais vous ne savez pas écouter, vous n'avez pas d'écoute. Et ça vous touche profondément, vous vous sentez blessé. Et vous pouvez accorder plus d'importance à une personne et même plus qu'à vous-même et vous dire, mais il a raison. Peut-être a-t-il raison que vous n'avez pas développé cette approche parce que tant de gens sont distraits par l'extérieur et donc vous dites waouh, c'est pas un reproche, c'est pas un défaut qu'il me dit, il m'invite en me disant ça à prendre le temps d'écouter. En fait, ça va dans tous les sens. Vous voyez, c'est extraordinaire la vie. Chaque personne est chaque personne est un immense livre sans fin et on peut comprendre là
l'importance de se désidentifier de ce que l'on n'est pas. On pourrait dire, on se désidentifie d'une image que l'on a créée, que d'autres acteurs ont collaboré à créer inconsciemment de soi, mais qui n'est pas soi. En psychanalyse jungienne, Jung, je pense que c'est Jung, disait un moi de survie. Hein? C'est un moi de survie, c'est une façon d'être. Donc, il y a la blessure, mais il y a aussi des comportements qui permettent à l'être de continuer d'exister. C'est pour ça qu'il crée une image de lui. C'est un masque, en fait. Est-ce que vous me suivez bien, Katia? Hugues nous dit, une main me fait mal, pas de chance. Alors, Hugues nous parlait que, ah, vous aimez. Ça peut être, par exemple, vous vous aimez, oui, à créer des notes, vous aimez dans la mouvance, vous vous aimez à créer de l'harmonie, vous vous aimez à collaborer, à générer de l'harmonie en vous ou de créer une atmosphère. Allez retrouver ce que vous aimez dans le piano pour le manifester différemment si vous ne pouvez plus jouer, par exemple. Vous pourriez dire, j'aime créer des notes qui dansent. Alors, ces notes-là, elles existent en vous. Vous pouvez entendre les sons à l'extérieur de vous, mais vous pouvez les entendre à l'intérieur de vous. Vous pouvez, oui, au premier niveau, je pourrais vous dire, vous pouvez vous imaginer jouer du piano et entendre ce que vous jouez à l'intérieur. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire aller ressentir l'état que jouer du piano génère en vous. Parce que vous dites j'aime. J'aime, c'est parce que ça crée un état particulier de légèreté, d'harmonie, de paix, un état amoureux, peut-être un ensemble d'états. Alors, vous aimez le piano pour ça. Si vous ne pouvez plus jouer du piano, vous pouvez tout de même trouver d'autres voies pour aller créer ce que le piano crée en vous. Vous nous en reparlerez. Valérie nous dit comment être acteur de notre vie et solliciter des synchronicités. Eh bien, vous êtes acteur de votre vie. Vous n'avez pas à créer, devenir acteur de votre vie. Vous êtes acteur de votre vie, à moins que vous soyez totalement en dépendance de quelqu'un, d'un groupe, d'une façon de vivre. C'est-à-dire donc que vous, inconsciemment ou consciemment, ayez choisi de ne pas collaborer à votre vie, mais de laisser la vie faire les choses ou les groupes faire les choses, intervenir. Donc, comment être acteur? C'est-à-dire vous retrouver comme créatrice de votre vie. L'acteur, et on dit acteur et créateur. Vous êtes nécessairement acteur parce que vous jouez dans votre vie. Hein? Vous êtes un être qui avait vos pensées, vos attitudes, vos gestes. Maintenant, il s'agit d'être créateur aux commandes de votre vie. C'est ça qui est intéressant. On pourrait dire, retrouvez vos pouvoirs. Un acteur avec ses pouvoirs, avec ses choix. Donc, il s'agit de choisir. Cela signifie retrouver sa liberté de choisir, choisir ses pensées, choisir ses états, choisir ses attitudes, choisir ce à quoi vous voulez adhérer, ce que vous voulez croire, choisir ce que vous voulez faire. Donc pour devenir acteur, créateur, et choisir. Évidemment, il y a des gens qui pensent, déjà je les entends penser, mais dire, on ne peut pas tout choisir dans sa vie. On peut choisir ce qui est important pour être acteur, créateur. C'est-à-dire qu'il y a des compromis que l'on fait et il y a des nuances dans les niveaux de compromis. Par exemple, on peut avoir des compromis de surface et des compromis de fond. Si ce soir, vous allez dans un restaurant et que votre ami, votre conjoint, votre conjointe veut aller plutôt dans un restaurant italien et vous dans un restaurant chinois, eh bien, l'un des deux va faire un compromis. Et ce sera un compromis de surface et que ça reste à la surface.
Évidemment, si tout à coup une querelle émerge de tout cela, c'est que cette surface camoufle déjà quelque chose qui est un peu irrité. On s'entend. Or, il y a des compromis de fond. Si, par exemple, dans votre vie, la le fait de œuvrer, par exemple, dessiner. Je prends un dessin. Imaginons que dessiner, ça ça éveille votre imagination, ça nourrit votre imagination, votre imaginaire, ça vous donne la sensation de créer. Eh bien, il est important que vous dessiniez. Si, pour une autre personne, être, être à l'écoute de ses amis, prendre le temps avec ses amis d'écouter ce qu'ils vivent comme moment fort ou comme difficulté, eh bien, c'est important qu'elle le vive. Si, par exemple, elle fait un compromis en disant, bon, bah, euh, je, je fais plus ce qui me fait vibrer, ce que j'aime profondément, eh bien là, c'est un compromis de fond qui va générer des frustrations. Et les frustrations vont générer des heurts. Souvent, et vous connaissez plus ces histoires avant que maintenant, mais souvent, par exemple, des femmes qui étaient dans un mouvement de déploiement qui les stimulait, donc plus qu'une carrière, ils étaient dans un processus de création qui les stimulait. Lorsqu'elles se mariaient, délaissaient ou avaient à délaisser pour suivre le mari. Or, ça signifie qu'une partie d'elle, de ce qu'elle est vraiment compromis. Ce qui nécessairement va créer une frustration, créer un manque, créer une frustration qui va émerger quelque part ailleurs. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Alors, si quelqu'un, par exemple, est un aspect qui est plus de recherche. Par exemple, quelqu'un adore faire la recherche et que dans son travail, on lui dit arrête de faire toutes ces recherches, ça ne nous sert pas. Et que, disons, dans sa famille, il aime faire des recherches sur tous les sujets et qu'on lui dit continuellement, et ça nous titille, ça nous énerve que tu fasses toujours toutes ces recherches sur les sujets et qu'il n'en vient qu'à cesser de faire de la recherche, mais quelque part en lui, il va y avoir un manque qui est fondamental. Ce n'est pas comme si la personne a un besoin, a envie d'aller manger de la nourriture chinoise et depuis 2 semaines, il fait que des compromis. C'est pas un manque qui va nuire à sa vie, mais si c'est lui dans son expression, dans ce qu'il est fondamentalement, qu'il fait un compromis, eh bien, c'est un compromis qui est extrêmement exigeant parce que ça crée une frustration qui va émerger d'une façon ou d'une autre. Sous forme de, par exemple, de, soit de lassitude, de tristesse, de colère, de non-participation, c'est de la réactivité que ça peut faire. En fait, il y a une multitude d'effets potentiels. Alors, voilà. Maintenant, solliciter des synchronicités. La vie est synchronicité. Vous n'avez pas à les solliciter. Vous pouvez, oui, en vous amusant, vous pouvez faire des rêves éveillés en vous disant, tiens, par exemple, je cherche un nouveau travail dans tel domaine. Imaginons, je ne sais pas, que vous faites de l'infographisme, vous avez un travail en infographisme, puis vous avez envie d'aller dans une boîte qui est plus pro-créatrice, qui est plus ouverte et où il y a pas de hiérarchie. Donc, vous faites un rêve éveillé dans lequel vous voyez avec des gens où il n'y a pas la hiérarchie et les gens se stimulent les uns les autres. Et dans vos rêves éveillés, il y a un de ces rêves où vous voyez rencontrer un individu. L'attraction d'événements ou de personnes. Donc, on peut attirer à soi. On est des pôles d'attraction, on a des poules, des piles d'énergie. Et évidemment,
on a une capacité d'attraction, on a une capacité d'émission. Hein, on parlait de émettre ces vibrations pour favoriser des transformations plus lumineuses. On n'a pas à transformer un être humain, mais on peut transformer une ambiance. Et, euh, et pour que l'être humain se transforme quand il est dans cette ambiance, on émane, on offre et on attire, on accueille. Alors, on peut aussi vraiment, par un processus de création, j'ai créé un atelier qui c'est processus de manifestation, de création, de réalisation au niveau virtuel. Donc, vous pouvez ici, donc, avec des outils qui sont là à l'intérieur de vous, être créatrice de votre vie, collaborer à attirer des éléments. Maintenant, avec ces outils, je dis, imaginons par exemple que vous, 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 voulez vivre à la campagne pour être en relation avec la nature, pour pouvoir accompagner des gens dans un environnement qui favorise leur transformation aussi, même si vous définissez exactement la couleur de la maison avec les petits volets comme ci, comme ça, ben, puis que vous vous concentrez là-dessus, vous n'attirez pas nécessairement cette maison et ce n'est pas utile, ça. Ce qui est intéressant, c'est d'attirer quelque chose qui correspond. Vous pouvez choisir d'attirer un lieu qui correspond à vos intentions. Non pas ici créer une synchronicité. Une synchronicité. Toutefois, les synchronicités, elles existent continuellement partout. Or, on ne les voit pas toutes. Souvent, on va nommer synchronicité ce que l'on constate comme synchronicité. Et j'aime à penser et à dire que la vie et l'univers est synchrone. Et comment je le vois, c'est que les vibrations qui émettent de moi, on ne peut pas le nier, on est une structure énergétique, donc l'énergie circule en nous, et quand l'énergie circule, ça crée des vibrations. Hein? C'est comme l'océan est une masse d'énergie, l'air aussi, et l'air et l'océan créent des vagues. Les vagues sont les vibrations de l'océan, si vous voulez. Et c'est là. Et ces vagues vont influencer le rivage et les gens qui sont sur le rivage, etc. De la même façon, l'être humain est en mouvance et puis ces vibrations vont transmettre ce qu'il est, offrir ce qu'il est et vont faire en sorte de générer des situations, des événements. Vous dites une seule parole à quelques personnes et ça a une influence. Peut-être que l'influence, c'est seulement sur la pensée de l'un, mais peut-être que ça va provoquer une action. Et cette action est une forme de réaction synchrone à ce que vous avez dit. Maintenant, ce qu'on entend souvent par synchronicité, c'est vous pensez à quelqu'un et tout à coup, vous la rencontrez sur la rue. C'est très agréable. Là, ça, c'est une forme de synchronicité qui est toujours un clin d'œil. C'est agréable. Et c'est important aussi. Maintenant, les créer, ben, soyez qui vous êtes et créez des visions intérieures de ce que vous voulez déjà créer et vous allez créer des synchronicités. Est-ce que je suis clair? Si je ne suis pas clair, vous m'écrivez, vous me le dites, je n'ai pas saisi. Manon, elle nous dit, est-ce qu'il est nécessaire de faire des rituels pour guérir de notre karma? Alors, d'abord, j'aime à énoncer que le karma n'est pas nécessairement négatif. De façon générale, les gens associent à karma un aspect lourd ou négatif. Le karma, c'est l'expression de la relation de cause à effet. Donc, vous avez fait telle chose, eh bien, il y a un effet. Par exemple, très simple, vous êtes sur un voilier, vous plongez à l'eau parce que l'eau est si invitante, vous plongez, vous avez envie de plonger, vous avez envie du contact avec l'eau, eh bien, il va falloir que vous nagiez pour revenir au voilier, ou bien que le voilier se dirige vers vous. Il y a un effet qui provient de ça. De plus, on pourrait dire vous allez être mouillé, vous allez être trempé parce que vous êtes plongé à l'eau. C'est aussi un effet. Donc, c'est un effet qui peut être agréable, qui peut être désagréable aussi. Alors,
Ce dont vous nous parlez, c'est guérir ce que j'appelle des charges karmiques lourdes. Donc d'événements, de situations, d'expressions qui ont entraîné des lourdeurs. Et ça, ces lourdeurs-là sont là non pas parce que vous avez été méchant et que tout à coup dans cette vie, la vie est méchante envers vous-même ou quelqu'un est méchant envers vous. Par exemple, prenons un thème, l'abandon. L'abandon est un thème que plusieurs personnes vivent, pourtant leurs expériences peuvent être fort variées. Imaginons un être humain qui, à sa naissance, se voit non reconnu par son père. Il sait qu'il a un père et le père n'a pas voulu le reconnaître et disparaît de sa vie. Donc, il peut se sentir abandonné. Certains ne se sentiront pas abandonnés, certains n'auront pas cette charge et d'autres l'auront. Alors, pourquoi certains se sentiraient-ils abandonnés? Ce qu'on peut voir, c'est que la personne qui va vivre la sensation d'abandon et qui porte le thème de l'abandon peut avoir tendance à créer inconsciemment de l'abandon. Pourquoi? Parce qu'elle a une relation avec ce thème qui l'entraîne à le voir et à le craindre. Donc, la personne a peur d'être abandonnée. Imaginons que des années plus tard, la personne, dans la petite enfance, est à l'école, commence l'école et se fait vraiment une très belle relation avec un autre petit enfant. Ce petit enfant, tout à coup, un jour, ne revient plus au centre d'enfance. Celui qui porte le thème de l'abandon se sent abandonné. Eh bien, l'autre ne l'a pas abandonné. Ses parents ont déménagé et ils ont averti les professeurs, les personnes qui s'occupent du centre, mais n'ont pas averti tous les petits-enfants. Donc, un s'est senti abandonné. Il se peut que ce petit enfant qui est quitté parce que ses parents déménageaient ait eu deux petits copains très chers. L'un vit vraiment l'abandon, c'est son thème, et l'autre pas du tout. L'autre dira simplement tiens, il est parti, il est parti. Celui qui vit l'abandon se sent abandonné. Puis par la suite, à l'adolescence, peut-être cette personne se fait un ami, une amie, et vous savez, les premières amitiés, les premiers amours, quelquefois, se finissent sans qu'il y ait qu'on saisisse pourquoi. Tout à coup, ça se termine. Eh bien, il y en a qui c'est comme ça. Et lui, elle, aura tendance à se sentir abandonnée. Jusqu'à ce que cette personne puisse soit être guidée à voir les choses différemment, à comprendre, ou d'expérience à expérience, en viennent qu'à vouloir enlever ce thème de l'abandon. Je fais une longue histoire. Hein. Il se peut que dans un passé plus loin que cette vie, si vous croyez à la réincarnation, il se peut que si cette personne naît tout de suite abandonnée de son père, l'on va dire qu'elle avait un karma lourd, donc une thématique karmique d'abandon, parce que ça arrive comme ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Alors, ça signifie que cette personne, non pas qu'elle était bien entourée dans l'autre vie, elle était tellement entourée dans une vie passée que maintenant elle est abandonnée. Non. Cette personne a vécu des expériences d'abandon et elle n'a pas transcendé le thème, donc elle continue la chose. Pourquoi une personne vit-elle un thème toute sa vie alors que l'autre, après 20 ans, arrive à dissoudre le thème? Parce qu'elle va changer son regard, va changer ses pensées par rapport aux choses. Quelquefois, la personne va faire des recherches et va comprendre que ce n'est pas elle qui est abandonnée, mais ce sont les circonstances que vive cette personne. Quelquefois, une personne va dire, tiens, c'est comme ça que ça s'est passé, ça m'a blessé, mais aujourd'hui, on est ailleurs. Donc, il y a une démarche d'éveil qui fait que la personne transcende ces thèmes. Donc, une personne peut maintenir un thème toute sa vie.
Alors il y a des thèmes comme la trahison, le rejet, la manipulation. La trahison, on la voit souvent. Alors les personnes se sentent trahies. Mais en fait, on pourrait dire, comment la personne se trahit-elle elle-même pour attirer des expériences de trahison? Ah, c'est intéressant, c'est un thème profond. Alors, est-ce qu'il est inhabituel de faire des rituels? Je Selon moi, le rituel peut être intéressant pour se contacter, non pas pour dissoudre quelque chose d'extérieur, hein. Pour moi, ce qui va permettre de voir, de comprendre ce qui se passe différent, qui peut faire en sorte que je vais ici me séparer de cette thématique. Parce qu'en fait, la thématique, elle est nourrie de l'intérieur, hein. C'est comme un cercle vicieux. Alors, un rituel, moi j'aime beaucoup les rituels. Les rituels ont comme véritable force de favoriser un contact avec vous, par exemple, un contact avec votre pensée, avec l'amour en vous, avec le divin, avec la vie. Donc, le rituel est quelque chose qui vous amène dans une forme vraiment d'intensité et c'est pas le rituel qui change votre extérieur. Même le rituel ne vous changera pas si vous n'êtes pas dans une intention de vous changer. Voilà, donc c'est des grands thèmes que vous soulevez parce que là, vous soulevez le thème de guérison, le thème de karma, le thème de rituel. Alors là, il y a différentes croyances associées à cela. Moi, j'aime les rituels, j'en fais faire dans mes ateliers, dans les voyages, parce que le rituel favorise la relation à soi, la relation à la vie. On peut faire un rituel avec un arbre pour favoriser la conscientisation de la vie dans la nature, par exemple, ou un rituel avec soi et avec un être décédé pour favoriser une pacification. Le rituel favorise, met en scène quelque chose, mais il y a un choix qui a à se faire à l'intérieur de soi. Voilà. Ce sont des pistes que je vous donne, hein, je peux pas. Mais chacune de vos questions pourrait faire l'objet, la réponse pourrait faire l'objet de, on se fait un atelier, une journée, même certains beaucoup plus long. Malou, de Belgique. Comment aider nos enfants à trouver l'équilibre et l'énergie dans un monde un peu trop compliqué pour eux? Alors, il est compliqué pour les enfants, il est compliqué pour nous tous, ce monde, et peut-être qu'on est compliqué par rapport à soi-même aussi quelquefois. Alors, aider les enfants, c'est vraiment très, très important. Les enfants ont besoin d'être guidés. Et quand je dis ça, je pense aussi à, vous savez, la notion de la poule ou l'œuf ou la poule, c'est-à-dire guider les parents pour qu'ils guident les enfants et ainsi de suite. Par quoi on commence? On commence par le plus important, c'est guider à se reconnaître. Donc, guider les parents à vraiment se reconnaître et saisir l'importance de se connaître, de se reconnaître, de s'aimer et d'entrer dans sa vie, d'être soi dans sa vie, de se déployer, euh, amener aussi l'être, qu'il soit un parent ou un enfant, donc à réaliser qu'il y a des moments où on se nourrit, on se ressource et des moments où on crée. Donc, pour les enfants, ce qui est très important, c'est tout ce qui est de l'ordre de la reconnaissance. Aider les enfants à se reconnaître, c'est-à-dire reconnaître qu'est-ce qu'ils aiment profondément. Bon, ils aiment la glace au chocolat, mais c'est pas de cela dont je parle, vous savez. Qu'est-ce qu'ils aiment d'eux, mais ça devient intellectuel pour un enfant. Qu'est-ce qu'il aime dessiner. Bon, bah, il peut aimer dessiner à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, et ça ne veut pas dire qu'il va être un dessinateur. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est de l'accompagner à ressentir ce qu'il aime, à aimer ce qu'il aime et à lui offrir de l'espace à ce qu'il aime. Donc, l'idée, c'est que aussi, les parents peuvent favoriser le contact avec différents aspects de la vie, non pas un seul aspect. Par exemple, l'enfant
peut aimer danser et il n'y a pas que la danse. C'est-à-dire, très jeune, s'il est concentré dans la danse, peut-être ne sera-t-il pas en contact avec d'autres aspects de lui. Donc, il y a deux éléments fondamentaux. D'abord, guider l'enfant à se reconnaître sans se comparer. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui et d'âge en âge, ça se transforme et il y a des choses qui émergent. Et observer beaucoup l'enfant. Je me souviens, il y avait un petit garçon dans ma vie que je guidais et puis à 4 ans, j'étais, je l'avais amené avec sa maman voir des décorations de Noël dans un centre commercial. Mais en fait, les décorations étaient à l'extérieur du centre commercial, très, très haut comme ça. Et c'était merveilleux. Les adultes comme les enfants s'émerveillaient des formes, des couleurs et tout cela. Et lui, il regardait cela et je voyais des questions dans ses yeux. Je dis, il y a quelque chose que tu veux savoir? Il dit, oui, je me demande comment ils ont fait tenir tout cela. Alors, à 4 ans. Et donc, ça, c'était tout à coup un indice, pas une conclusion, un indice du type d'individu qui est là. Il s'interrogeait sur comment tout cela, ça tient. Ben, cet enfant-là a développé vraiment une capacité conceptuelle, parce que c'était ça. Là, lui, c'était la conception de tout cela. Mais dans ses mots d'enfant, c'est comment ils ont attaché tout cela. Et après, on a vu cet enfant grandir et s'intéresser à tout l'aspect conceptuel des choses, l'aspect manuel et conceptuel. Donc, l'enfant se révèle. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est de, de répondre sans mettre une emphase, mais de répondre aussi à cela, parce qu'on sent qu'il y a un intérêt dans un milieu. Et donc, le parent l'observe, le guide. C'est une longue histoire à répondre rapidement. Mais les deux aspects, c'est l'aider à progressivement reconnaître lui, qu'est-ce qu'il aime, ses talents, ses qualités naturelles. Et l'autre aspect, c'est favoriser justement avec le contact pour qu'il y ait une émergence de ces talents, de ces choses-là. Et ça, c'est un sujet extraordinaire qui est à développer, évidemment. Mariam, je suis à Paris. Comment puis-je aider mon frère à qui on a diagnostiqué un cancer de foie? Par ma pratique énergétique, je lui envoie ça doit se poursuivre, plus loin, j'imagine. Vous lui envoyez des vibrations, des ondes, en fait, lui envoyez quelque chose. Alors, oui, Marianne, les gens qui ont une pratique énergétique peuvent émettre des soins à distance, évidemment, s'il le veut, s'il le souhaite. Moi, je préconise toujours qu'on ne fait pas un soin à quelqu'un sans lui demander s'il en veut et obtenir son autorisation. D'autre part, toutefois, on peut émettre des faisceaux de lumière vers son cœur pour qu'il s'aime, tout comme on peut émettre des faisceaux vers son troisième œil pour qu'il éveille sa conscience de lui-même. Donc, quand on transmet des vibrations vers quelqu'un, c'est pour éveiller des aspects face à lui-même et non pas pour qu'il change en fonction de ce que nous, on veut qu'il change. Hein. Ça, c'est très important. Donc, émettre vers son cœur pour qu'il s'aime, parce que tout de même, le cancer, c'est quelque chose d'important. La personne aura à vraiment s'aimer pour apporter des changements majeurs dans les différents aspects de sa vie, autant les aspects physiques, comme ses activités, ses occupations, que les aspects émotionnels, aspects mentaux. Donc, le cancer est vraiment une maladie majeure qui est l'effet de tout un processus. Très souvent, les sources de la maladie sont 10 ans ou 20 ans derrière. Et donc, toute une façon de vivre qui est associée à une façon de penser, etc. Donc, là, l'amour de soi et la conscience de soi permet à l'être de être plus à l'écoute et transformer des choses plutôt que de simplement faire les choses comme la norme extérieure. Vivre dans une telle façon, dans de telle façon que
ils ils ne sont pas en santé. Ils ne sont pas en santé physique, ils ne sont pas en santé, psychique, relationnelle, énergétique, et la terre autour d'eux n'est plus en santé. Donc il y a des changements majeurs que l'on doit faire collectivement et la collectivité, c'est l'ensemble des individus. Donc là, le cancer est un message très, très important, très, très percutant, qui nous amène à avoir beaucoup de compassion. Donc, mais beaucoup dans l'accueil, la compassion, la bienveillance de votre frère. Vous pouvez lui offrir des soins à distance, émaner votre amour vers son cœur pour qu'il s'aime, bien sûr. Il y a tout un, il y a tout un protocole, il y a un texte que nous avons fait ici là pour le cancer, un texte d'une vingtaine de pages là, pour le cancer. J'essaie de le rendre disponible sur Symfony, de le mettre sous une forme qui soit disponible sur Symfony. Je fais faire ça. C'est tout un regard sur soi, sur la maladie et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est très important d'être accompagné aussi, dépendant de l'étape du niveau du cancer. Vous savez, ça fait 30 ans que j'accompagne les gens dont le cancer, je fais avec mon ami Guy Corneau, on a fait l'atelier Vivre en santé, dont la majorité des gens qui étaient présents, on a vu entre 15 à 18 000 personnes, majorité des gens vivaient un cancer ou accompagnaient des gens qui vivaient un cancer. On a passé des semaines avec des groupes, une centaine de personnes à chaque fois qui avaient le cancer. Et donc, j'ai côtoyé énormément de gens, cancer, et j'en côtoie encore aujourd'hui. Et c'est important qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait une personne qui puisse s'occuper de tout un ensemble d'éléments, de préoccupations, quelquefois logistiques, organisationnelles, qui dépassent la personne qui a le cancer, qui a d'autres choses à faire que ça. Donc ça, c'est important. Si vous ne pouvez pas le faire pour lui parce que vous êtes loin, vous pouvez aussi l'aider à trouver quelqu'un qui va gérer la logistique de sa vie pour qu'il puisse vraiment se centrer sur ses transformations. Émerger, se guérir d'un cancer, c'est une occupation à temps plein. Alors ça, c'est important. Vous allez retrouver des perspectives. J'ai un livre qui s'appelle Éveiller votre pouvoir de guérison. Et je parle dans ça du cancer, je donne beaucoup d'exemples. Ça va vous aider à l'aider aussi si vous voulez. Ce n'est pas que je veux vendre des livres, là, mais je vous dis que ça existe aussi. Et je vais faire en sorte qu'il y ait un texte qui soit adapté pour être offert aux gens qui ont le cancer. Marie-Ève nous dit, ma question depuis la dernière infection au COVID, le 15 mai, je suis encore malade. Mon système immunitaire attrape tous les microbes que mes enfants ramènent de la garderie. Je fais tout pour récupérer l'énergie vitale pour soigner mon être, alimentation liquide, infusion de thym. La, le thym est oui, un anti bactérie aussi, naturel. La fatigue est tellement grande que je ne vois plus le bout. Des conseils ou des paroles de réconfort. À me sentir aussi fragilisé, je reconnais que d'être dans un état de gratitude à fréquence élevée est plus difficile à appeler en moi. Oui, bien sûr, je comprends, Marie-Ève, et tous les gens qui sont en ligne sont avec vous avec beaucoup de compassion. C'est difficile. Vous dites quelque chose de tellement important là, dans votre dernière phrase. Vous dites que être dans un état de gratitude à fréquence élevée est plus difficile. Je comprends. Les gens, dans la souffrance, c'est difficile. On peut, ne soyons pas dans la pensée magique. Méditer quand on souffre, c'est difficile. En fait, quand on souffre, tout est difficile. Et là, votre souffrance est associée à la fatigue, et la fatigue profonde, pour tous ceux et celles qui l'ont vécu. Ça fait en sorte que tout devient un poids, tout devient comme une montagne. Donc, on est avec vous, on est compassion. Et si vous pouvez trouver quelqu'un pour vous aider à des tâches pour que vous puissiez vraiment vous reposer totalement. C'est difficile avec des enfants, effectivement, des jeunes enfants puisqu'ils sont à la garderie. Donc, ça veut dire peut-être que le conjoint, ici un conjoint, prend les bouchées doubles et puis lui aussi devient fatigué. Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources actuellement. Puis quand il y en a, ça demande aussi un investissement. Donc,
c'est une situation qui, que l'on vit beaucoup plus aujourd'hui parce qu'on vit dans des familles explosées, les gens sont moins près les uns des autres pour se donner la main, donc c'est important qu'on soit là dans beaucoup de sollicitude les uns envers les autres. Alors, ce qui est important, c'est que oui, élever sa fréquence, c'est de réaliser que vous êtes un être d'amour. Vous n'avez pas d'effort à faire. C'est curieux, j'ai insisté là-dessus ce matin. Vous n'avez pas d'effort à faire. Vous avez réalisé que c'est votre corps vit une difficulté, mais c'est pas tout votre être. Oui, sur le plan émotionnel, c'est difficile. Oui, sur le plan mental, mais vous êtes plus que cela. Et pour côtoyer des gens qui vivent depuis très longtemps de grandes maladies extrêmement exigeantes, je sais que ça, c'est, c'est un passage qui est vraiment important, celui de se contacter à un autre niveau pour réaliser qu'on est plus que son corps, qu'on est un être qui fondamentalement est intact et actuellement vous vivez une expérience majeure. L'idée, c'est que vous parveniez à voir que vous êtes un tout, que vous n'êtes pas que ce corps en difficulté. Euh, vous avez vraiment à vous reposer. Probablement que si vous avez des enfants, c'est aussi exigeant. Vous ne pouvez pas tout le temps être isolé tout seul sur la rive de l'océan à vous détendre. Alors, euh, pour récupérer l'énergie vitale, elle est toujours en vous. Et pourtant, le rythme a diminué, c'est-à-dire le fait que votre système immunitaire est diminué, il y a il, il y a énergétiquement à stimuler le thymus. Vous savez, c'est le thymus qui est la glande associée au système immunitaire qui a à être stimulée énormément. Elle est stimulée vibratoirement si vous pouvez recevoir des soins, même à distance. Elle est stimulée aussi par le niveau d'amour. Vous aimez évidemment profondément vos enfants, et quand vous, oui, l'état de gratitude, gratitude pour la beauté de la vie, c'est de contacter, même des fois quand vous êtes allongé par la fenêtre, un oiseau, un rayon de soleil, et contacter la beauté pour vous émerveiller, être gratitude, aimer la vie pour stimuler le stimulus qui, lui, va stimuler le système immunitaire. Donc, il y a des choses à faire extérieurement. Maintenant, dans tout ça, je n'ai pas toutes les notions de qu'est-ce qui se passe au niveau émotif, émotionnel, qu'est-ce qui se passe au niveau mental, parce que le physique répond aussi à des états et des manifestations émotionnelles et mentales. C'est vraiment de trouver la paix. J'ai une guidance qui vous est offerte, là, qui est gratuite, qui s'appelle Détente du système nerveux. Je vous invite à la faire. Je vous propose aussi une guidance de 22 minutes. Il y a des milliers de personnes qui la vivent chaque jour. Ça s'appelle Dialogue avec les cellules. Ça vous permet vraiment d'entrer en contact. Je sais que si vous êtes épuisé, c'est difficile, mais offrez-vous cela. Essayez de le faire. Si vous endormez dessus, c'est qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y ait pas de jugement de culpabilité. Donc ça, c'est les outils que je peux vous offrir là tout de suite pour vous aider. Détente du système nerveux et dialogue avec les cellules. Vous retrouverez ça sur le site de Symphonie. C'est gratuit, il n'y a aucun frais pour ça. Vous pouvez le vivre aussi souvent que vous voulez. Alors, Isabelle, j'aimerais proposer un homme avec qui j'ai eu des beaux échanges de devenir un ami. Mais je sens tous les freins en moi liés au passé. Est-ce que faire ce pas peut ouvrir un espace de guérison et quitter une forme de solitude très acceptée, mais qui peut aussi devenir un système de protection et donc enfermant? Je n'arrive pas à sentir si c'est mon besoin égaux ou vraiment mon âme qui m'y invite. Comment discerner cela en moi? Bon, il y a plusieurs questions dans ça qui sont importantes, Isabelle, et certaines remarques, là, me semble que vous êtes très lucide par rapport à
à votre situation, la solitude qui peut devenir un système de protection et donc enfermant. Et à la fois, vous avez envie d'avoir un ami. Bon, vous ne nous dites pas dans ça si c'est un ami intime ou un ami, ça n'a pas vraiment d'importance pour nous, là, pour la réponse. C'est-à-dire que malgré que peut-être que votre solitude est une protection, vos paroles nous disent que vous avez vraiment un élan, une envie pour avoir un ami et c'est important. On est là tous dans un parcours d'union et l'union, ça commence par le partage. Un ami, c'est un être avec qui devient comme un miroir de nous et on est un miroir de lui. Ça permet de contacter nos beautés, ça permet d'être réaliste devant les aspects qui nous sont plus sombres pour les éclairer. Donc, c'est important euh, d'avoir un ami, au moins d'avoir des amis. C'est important. Si vous en avez envie, c'est important. Et l'aspect de lui proposer c'est magnifique. L'amitié se crée normalement. Si vous êtes au point de lui proposer, c'est parce que c'est que vous êtes déjà disposé, vous êtes déjà prête et peut-être que lui aussi. Alors, ce que je vous proposerais, moi, c'est plutôt que de lui dire je vous propose qu'on soit amis, vous pourriez lui dire je me sens vraiment avec vous comme une amie et j'ai vraiment envie d'explorer cette amitié, de vivre cette amitié. Donc, plutôt que d'arriver dans quelque chose de formel qui peut devenir comme inquiétant, l'autre seulement pourquoi on propose, alors on peut dire j'aime nos rencontres, nos partages, je me sens bien avec vous, je me sens déjà comme une amie, que vous sentez la même chose, j'ai vraiment envie qu'on aille, qu'on s'offre cette amitié. Alors oui, bien sûr, c'est naturel et on ne le fait pas assez, il y a trop de gens dans la solitude, Isabelle, et ce qui est important, c'est que si cette personne vous dit, ben, je suis pas disponible, j'ai pas, heu, pour différentes raisons, il veut pas devenir votre ami, que ce que vous le viviez pas comme vous, et pas vous la responsable. Parce que là, il faut se préserver de ça pour pas tout à coup que ça vous referme dans la solitude. Alors, ces conditions à lui peuvent faire en sorte que il n'est pas disponible pour plusieurs raisons. Peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il a déjà beaucoup d'amis, peut-être qu'il y a quelqu'un dans sa vie qui, qui, qui le place dans un cocon, etc. Donc, ça lui appartient. Ce qui vous appartient à vous, c'est votre envie d'avoir un ami. Et lui, cet homme, pour l'instant, ça semble correspondre, ça vous fait vibrer. Maintenant, ce qui est très important, c'est que vous soyez vous-même. Alors, vous vous demandez, est-ce que c'est mon besoin égo? Avoir un ami, c'est pas un besoin égo, c'est un élan naturel. C'est un besoin d'aimer, d'être aimé, que ce soit dans l'amitié ou dans quelque chose de plus intimiste. C'est tout à fait naturel. Maintenant, là, après ça, est-ce que c'est la personne avec laquelle vous allez développer une grande amitié pour longtemps ou un grand amour pour longtemps? Eh bien, ça, c'est l'expérience que vous allez avoir en vous connaissant davantage. Ce qui est important, c'est d'être vous-même dans cette relation à partir de maintenant, de tout début. Restez vous-même parce que si cette personne veut être votre ami, c'est votre ami à vous et non pas l'ami d'une image de qui vous ne seriez pas. Alors, comment savoir si c'est vous ou vraiment votre âme qui évite? Comment discerner cela? Eh bien, vous pouvez faire vraiment une intériorisation dans laquelle vous vous dites que vous vous voyez avec cet être, par exemple, dans la relation d'amis, ça, est-ce que c'est un besoin ou un élan? Est-ce que pourquoi? Vous vous pourriez aussi vous dire pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'il soit ami? Pour des partages, parce qu'il vous semble stimulant pour vous, parce que vous avez envie d'être plus vous-même et vous voulez aussi
le stimuler à être plus lui-même, ou bien si vous avez besoin de quelqu'un qui comble un vide. Alors, quand c'est combler un vide, il n'y a pas de souci parce que il y a des gens qui sont seuls et combler un vide, ben, ce qui est important, c'est qu'on soit franc avec soi-même et avec l'autre. Et c'est peut-être pas la personne qui sera dans la grande amitié, c'est combler un vide, mais il est vrai que si vous voulez combler un vide, ben, vous dites, est-ce qu'on fait des activités ensemble? Et si vous voulez aller plus loin, c'est vraiment d'entrer dans une relation plus profonde où les deux personnes se stimulent. Mais là, vous voyez que c'est un véritable élan. Alors, si c'est pour combler un vide, ben, c'est peut-être votre ego. Il n'en demeure pas moins que l'ego, il est là et vous n'avez pas à rester dans la solitude. À votre question, je vous dirais, allez de l'avant tout en étant totalement vous-même. Anne-Marie, malgré un travail intense depuis plusieurs années, la maladie, bronche dilatée et violente quinte de toux sèche depuis 15 ans qui me fracasse. Je perds mon souffle et mon équilibre, mon corps n'est que douleur. Mmh, mon corps, là, il y a dans les frappes, il y a des douleurs, mais il y a des erreurs, mais là, vous êtes en souffrance, vous êtes en déséquilibre. Ce qui est important aussi, c'est d'accueillir son corps, c'est-à-dire surtout aimer votre corps, même si depuis longtemps, il vous apporte des difficultés, des déséquilibres et souffrances. Aimez-le parce que c'est votre véhicule et que c'est la vibration d'amour qui va favoriser votre guérison. Deuxièmement, là, il y a des causes à toutes ces difficultés. Il y a des causes qui sont à différents niveaux. Souvent à un déséquilibre physique, à ces causes physiques qui ont des causes émotionnelles généralement ou mentales. Donc, quand je parlais tout à l'heure du dialogue avec les cellules, c'est que dans le dialogue avec les cellules, je propose d'abord une détente profonde, puis une écoute de la partie blessée. La partie blessée de votre corps, les bronches, ont quelque chose à vous dire. En fait, quand je dis quelque chose à vous dire, le corps fait partie de toute la conscience de l'être. Les cellules sont des cellules qui portent cette conscience. Alors, une façon de faire, c'est de demander intérieurement à ces bronches, de vous dire qu'est-ce qu'elles veulent vous dire. Quand le corps est en déséquilibre, il y a une raison et la partie du déséquilibre est, est capable de amener à votre conscience, à votre conscient, la raison profonde. Mais en fait, cette raison profonde, c'est quelque chose à transformer. Qu'est-ce que vous avez à transformer? Vous pouvez demander à vos bronches, qu'est-ce que j'ai à transformer? Quel est le message? Quel est le signal? Un malaise, un déséquilibre, une maladie est en soi un signal des cellules, un signal du corps, d'un organe, que quelque chose ne va pas, que quelque chose a besoin d'être réaligné. Voilà ce que, et une fois que l'on sait, on peut entrer dans le processus de guérison vraiment de façon plus assurée, plus vibrante, plus légère aussi. Alors, je vous propose de vivre le dialogue avec les cellules. Maintenant, quand vous vivez le dialogue avec les cellules, ça ne veut pas dire que tout devient clair parce que vous avez passé 22 minutes en intériorisation à écouter. Généralement, vous avez à revivre. Donc, je vous invite à le revivre chaque jour. Même si vous n'avez pas les réponses claires, revivez-le, revivez-le. Essayez de ne pas réfléchir, mais simplement accueillir ce qui se présente. Et nécessairement, il va y avoir tout à coup des clarifications. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a transformé. Quelquefois, c'est une façon de penser. Quelquefois, c'est un état. Quelquefois, c'est une pratique extérieure. Donc, ne négligez pas que le corps
est vraiment un ensemble qui vous signale, qui vous guide même. Souvent, je l'appelle, je dis que les douleurs du corps sont des messagers qui nous guident dans notre évolution, tout en étant compassion et à votre rythme. Mmh. Alors, Isa nous dit, vu tous les traumatismes que j'ai vécus, c'est comme si tout cela se trouvait au plus profond de moi, venant comme du fond des âges. Oui, je comprends. C'est comme cela pour les êtres humains. Certains ont vraiment beaucoup d'éléments. Est-ce que cela pourrait venir de mes ancêtres? Comment pourrais-je vivre plus facilement mon mandat d'incarnation dans la simplicité, la facilité, la joie et l'émerveillement? Oh là, deux grandes questions, euh, reliées évidemment et à la fois différentes. Est-ce que cela peut venir de vos ancêtres? Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il y a tout l'aspect générationnel, mais il y a l'aspect aussi là, de génétique. Il y a des difficultés physiques, ça c'est bien connu, qui sont en relation avec nos parents ou les grands-parents et ainsi de suite avec nos ancêtres. Ça s'est transmis génétiquement. Il y a aussi des difficultés d'ordre psychique qui proviennent aussi du collectif, donc du collectif familial ou du collectif humain. Donc ça, c'est un élément important que vous apportez, Isaac, et ça existe aussi, par exemple, sur les grandes maladies au niveau du cancer. Il y a un aspect qui est associé à votre pratique de vie d'aujourd'hui, il y a un aspect qui est karmique, qui provient de thématiques karmiques peut-être lourdes, et il y a aussi des éléments qui peuvent être familiaux, donc de vos ancêtres, et de vos ancêtres humains. C'est-à-dire qu'il y a des déséquilibres qui proviennent de charges collectives de l'humanité ou d'un pays, d'un groupe. Et il y a des façons de vivre aussi sur Terre qui affectent des gens plus que d'autres. Ensuite, il s'agit de enlever toute forme de culpabilité que vous vous êtes créé cela. Et ça, c'est délicat parce que, en fait, d'une part, je dis, vous êtes créateur de votre vie. Vos difficultés sont associées à votre relation, à vos blessures, vos peurs, vos croyances, etc. En d'autres termes, vous savez que vos expériences difficiles proviennent non pas de choix conscients, mais de façon de penser, façon d'être, etc. Maintenant, vous êtes dans un continuum aussi. Il y a toute une partie de votre vie, quand vous étiez enfant, vous n'avez pas choisi consciemment de réagir comme ceci ou comme cela, évidemment. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de, il y a quelque chose de déjà d'installé. On n'est pas seul, on est en groupe. Donc, l'idée, c'est de ne pas se culpabiliser quand j'entends quelqu'un qui dit, bah, écoute, si tu as cette maladie, c'est toi qui l'as créée. Théoriquement, oui, mais à la fois, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il ne s'agit pas de culpabiliser la personne. C'est-à-dire, nous sommes créateurs de nos vies, mais nous sommes des co-créateurs. Nous sommes aussi dans un ensemble, dans une collectivité familiale, dans une collectivité humaine, que ces façons de penser, ces façons de vivre, on est influencé. Donc, oui, il y a des éléments qui peuvent provenir de vos ancêtres, mais c'est pas non plus dans le sens d'enlever votre responsabilité. L'idée, c'est de se déculpabiliser, quel que soit le déséquilibre. Parce que la culpabilité ne sert pas l'être, au contraire, va l'alourdir. Prenez un exemple très simple, très très simple, qui n'a rien à voir avec la maladie. Imaginons que quelqu'un veut perdre un peu de poids. Il choisit de faire une diète. Il choisit parmi les différentes diètes possibles. Et s'il triche sa diète, il se sent coupable. Et s'il se sent coupable, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête sa diète. L'idée, c'est que si la personne dit je triche ma diète pour une raison, j'y arrive pas actuellement, mais c'est l'amour de moi-même qui me fait continuer et peut-être de tricher de moins en moins. Alors, c'est la même chose. Ne culpabilisez pas d'un déséquilibre. Il y a une partie du déséquilibre qui est associée peut-être
que à votre passé lointain, qu'au fait d'où vous venez, qui est associé aussi à vos ancêtres. Il n'en demeure pas moins que ces ancêtres-là, vous vous êtes joints à eux. Vos ancêtres d'aujourd'hui, ne serait-ce que vos parents d'aujourd'hui, sont vos parents aujourd'hui. Mais ces parents, avant que vous naissiez, n'étaient pas vos parents. Donc, là, on est dans tout un regard sur la réincarnation et le rapport aux autres. Alors, c'est fascinant, c'est-à-dire que vous arrivez avec une propension à vivre quelque chose. Et ça, c'est une longue discussion qu'on a à avoir par rapport à avec quel bagage on arrive sur Terre. Alors, si on est de la théorie qu'on peut croire à la vie avant la vie, et donc il y a tout un bagage qui fait qu'il y a des relations à ses ancêtres. Mon expérience fait que, quel que soit le passé, l'avant cette vie et les ancêtres, il n'en demeure pas moins que cette vie nous offre des expériences et met en évidence les éléments. Alors, les évidents qui sont les expériences de cette vie mettent en évidence ce que vous avez à comprendre progressivement, progressivement. Et ce que je me rends compte aussi, c'est qu'il y a des gens qui semblent être comme les missionnaires, c'est-à-dire de porter des charges, comme s'ils diminuent les charges de la collectivité humaine. C'est qu'il y a des gens qui ont énormément d'épreuves, énormément d'épreuves. Et il y a certains que, en les côtoyant, en, en étant en contact avec leurs pensées, leurs états, leur façon d'agir, on comprend qu'ils sont dans un mécanisme qui les dépasse, alors que d'autres qui ont complètement ouvert vivent encore des épreuves, comme des grands sages qui sur Terre vivent de grandes douleurs, de grandes maladies, comme s'ils portaient des poids de l'humanité, comme s'ils soulageaient l'humanité en emportant une partie. Alors, c'est un grand sujet. Comment pourrais-je vivre plus facilement mon mandat d'incarnation dans la simplicité, la facilité, la joie et l'émerveillement? Ben, en fait, vivre son mandat d'incarnation nous entraîne dans la simplicité, la facilité, l'émerveillement et la joie. Ça, c'est l'effet de vivre son mandat d'incarnation. Comment le vivre? Eh bien, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en 2 minutes, en 3 minutes, finalement. C'est pour moi une question fondamentale, c'est une des questions les plus importantes que je traite actuellement depuis 40 ans dans ma vie. Une grande partie de ma vie est dédiée à aider les gens à se situer dans leur vie. Donc, on parle d'œuvre de vie, on parle de mandat d'incarnation, on parle d'essence, on parle de destinée. Donc, comment se situer pour justement être dans la sensation qu'on vit sa vie, et donc que ça génère plus de facilité, plus de bien-être, plus de joie de vivre et d'amour de soi. Alors, je me rends compte que pendant longtemps, j'ai guidé des gens pendant 1 journée, pendant 2 journées, pendant 3 journées. C'est pas assez. Aujourd'hui, je vais proposer un véritable parcours qui fait en sorte qu'on va y arriver parce que je suis convaincu que les changements de notre monde passe par le fait que chacun peut parvenir à vivre sa vie. C'est-à-dire, tant qu'on est dans un monde où les gens ne vivent pas leur vie, on a des gens qui, consciemment et inconsciemment, ont des frustrations, des insatisfactions, des malaises, et ça ne fonctionne pas collectivement comme individuellement. Alors, commencez par identifier qui vous êtes pour vivre votre mandat d'incarnation, pour être certain que vous êtes dans votre essence, que qui vous êtes se mette à l'œuvre. Et à l'œuvre, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous reprenez le collier et puis c'est avec acharnement, vous faites ça. Être à l'œuvre, c'est être au cœur de qui vous êtes, en accueillant les différentes facettes de votre être, donc de votre essence, et en faisant en sorte que vous vous ressourciez à qui vous êtes et que vous créez en fonction de qui vous êtes. Alors, il faut bien se connaître
vous assurer que c'est vous qui vous mettez à l'œuvre. Daniel nous dit: «Où situez-vous votre étincelle divine?» Partout, dans chaque cellule de mon être, dans chaque vibration, dans chaque mouvement énergétique, dans chaque regard, dans tout. L'étincelle divine, pour moi, elle est partout. C'est un petit peu comme, je fais un parallèle avec la spiritualité. Pour des gens, la spiritualité, c'est un domaine, comme il y a le professionnel, il y a les loisirs, et puis il y a leurs activités spirituelles. On appelle ça, la religion peut être une activité comme ça, mais la spiritualité, c'est en fait toute la vie d'un ensemble d'expériences pour nous retrouver dans toute notre sagesse, notre grandeur, notre maîtrise, notre beauté. Et donc, on pourrait dire que nous sommes des étincelles divines et elles sont partout, tant dans notre corps que dans nos vibrations, que dans nos inspirations. Ophélie nous dit, par rapport à l'équilibre, quand j'ai revu mes parents, mon équilibre flanche. Quand j'ai revu mes parents, mon équilibre flanche. Cela ouvre une blessure de rejet. Je me demande s'il est bon pour moi de continuer à les côtoyer. Eh bien, répondre à cela d'une question d'une ligne aussi importante, c'est exigeant pour vous aussi. C'est-à-dire que là, ce que vous nous dites, c'est que vous avez une blessure de rejet, vous associez sa source à vos parents. Maintenant, vos parents ont peut-être, vraisemblablement été acteurs dans le processus de la blessure. Il n'en demeure pas moins que tant et aussi longtemps que pour vous, votre blessure provient de l'extérieur et que vous êtes la victime, vous ne parvenez pas à la guérir. Donc, ce n'est pas d'arrêter de les côtoyer qui va guérir votre blessure. Par contre, si votre blessure est à vif, s'il y a des éléments extérieurs qui non seulement vous la rappellent, mais stimulent cette blessure, quelquefois, vous pouvez prendre une pause, une distance. Ce qui est important, c'est que peut-être qu'en prenant une distance temporairement, comme vous, en fait, de la durée que vous souhaiterez, de la façon dont vous souhaitez, prendre une distance, c'est juste prendre une distance, ça ne va rien changer. Parce que la blessure va être là et elle va se remanifester sous d'autres formes. Pourquoi? Pourquoi une blessure se remanifeste-t-elle? Si un individu se sent rejeté ou vit la blessure de rejet, si à la source, ça vient d'une blessure avec ses parents, eh bien, très souvent, généralement, et dans sa vie, il est fébrile face au rejet. Donc, ça peut se passer au niveau professionnel, ça peut se passer avec les amis. Alors, j'ai vu des gens qui ont été, dont la blessure semble originer de la relation avec les parents, mais qui, à 60 ans, vivent des crises de rejet quand, par exemple, une amie n'a pas souhaité dîner avec elle. C'est une crise de rejet, alors que simplement parce que l'ami avait quelque chose à partager à quelqu'un d'autre. Alors, c'est délicat, hein, tout cela. Ce qui est important, c'est que si vous choisissez de prendre une pause, il est important que ce soit pour aller voir à l'intérieur de vous ou comment vous vous rejetez vous-même. Ça, c'est toujours intéressant de prendre un thème qui semble être de l'extérieur et qui a été stimulé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des circonstances, il n'y a pas eu des paroles, des événements qui ont fait que vous vous êtes senti blessé, rejeté. Et très souvent, ce sont des situations qui viennent éveiller quelque chose qui est là déjà en propension. Et donc, c'est d'observer comment ou vous vous rejetez, par exemple, comme vous rejetez un aspect de vous, ou vous ne l'accueillez pas, ou comment vous ne donnez pas de place à un aspect de vous. C'est une forme de rejet. Alors, vous allez vous rendre compte que par la suite, vous pourrez mieux voir vos parents dans leurs blessures. S'ils ont dit des choses, fait des choses
même à plusieurs reprises, qui, qui ont généré une blessure en vous, c'est que eux-mêmes étaient blessés, avaient peut-être une autre blessure, c'était peut-être pas la blessure de rejet, avaient des blessures, avaient peut-être des frustrations. Euh, j'ai pris l'exemple tout à l'heure des parents qui disent, bon, non, non, mais va ailleurs, t'es bon à rien. Et donc l'enfant développe une blessure de rejet. Et des parents qui vont dire à leur enfant qu'il est bon à rien, ne le disent pas nécessairement tout le temps. Et quand ils le disent, c'est souvent parce que c'est un moment de frustration. Euh, peut-être, juste pour expliquer, je fais une hypothèse, je pourrais en faire des milliers. Mais il se peut, par exemple, qu'il y a des personnes dont la vie n'est pas vraiment leur vie. Pour des raisons, ils sont entrés dans une vie, ils n'ont pas été dans ce qu'ils auraient pu être, soit consciemment, soit inconsciemment, mais leur vie génère des frustrations. Et peut-être qu'à certains moments, ces frustrations émergent en eux. Ils ont voulu, ils ont, au travail, ça s'est mal passé, ils se sont encore sentis touchés ou blessés, et puis ils arrivent à la maison et ils sont énervés, et puis voilà, bon, toi, t'es bon à rien. Les enfants, malheureusement, ont souvent été les catalyseurs, c'est-à-dire que les parents n'ont pas voulu dire ça à l'enfant consciemment, mais ça sort comme ça parce qu'ils sont dans des frustrations. Ce que je veux amener, c'est pas une explication de ce qu'a fait vos parents, autre que si les parents ont généré de telles blessures, sont à la source extérieure, sont des acteurs qui, par leurs blessures, ont dit, ont pensé, ont fait ou n'ont pas fait des choses qui ont généré chez un enfant des blessures. Si ça l'a généré, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en vous comment vous, par la suite, même inconsciemment, vous nourrissez cela ou comment c'était là. Pour que ça ne devienne pas les parents les coupables. Les parents n'étaient peut-être pas dans la conscience de ce qu'ils créaient et qu'ils étaient blessés. Et même s'ils l'avaient fait exprès, la difficulté, elle est là, elle est en vous, et c'est vous qui allez changer votre relation avec les choses. C'est sûr que si, par exemple, vos parents vous disent continuellement, à chaque fois que vous les voyez, vous êtes bon à rien, il faut leur dire, vous savez, j'ai une blessure de rejet, je me sens rejeté, c'est comme ça que je me sens, et à chaque fois, ça s'amplifie. Alors, dites-moi pourquoi c'est comme ça, ou sinon, vous savez, moi, j'ai besoin de me d'émerger de cette blessure, et peut-être qu'on prendra une petite distance là. Mais l'idée, c'est que vous réalisiez que vous preniez ou non la distance, c'est pas ça qui va favoriser la guérison. Mais ça peut enlever le côté à vif pour un moment. Alors, je prends une dernière question parce que je m'aperçois ça fait déjà un bon moment qu'on est en ligne. Bon, je prends la question de Monique. Est-ce que vous pouvez développer sur les égrégores? Ouais, simplement, un égrégore est une masse, c'est-à-dire c'est une concentration de quelque chose. L'égrégore, par exemple, lorsqu'il y a un nuage noir dans le ciel, ben, au début, il était blanc, puis il s'est chargé, il est devenu noir, puis éventuellement, il va avoir de la pluie, de l'orage. Il va se décharger. Donc, l'égrégore, il émet. C'est une masse, une concentration. Alors, on a des égrégores, par exemple, de peur ou de colère. Actuellement, sur Terre, il y a beaucoup d'égrégores, pas sur Terre, mais dans l'ambiance, l'atmosphère, beaucoup de gens ont eu des peurs, ont des peurs. Ces peurs, elles sont, elles émanent des vibrations des gens. Vous savez que quelqu'un qui a peur, vous le sentez, quelqu'un qui a peur. Les animaux le sentent, quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui est en colère, vous le sentez. Si vous entrez dans une maison de quelqu'un qui est en colère ou qui est souvent en colère, de sentir, vous n'allez pas dire, ah tiens, il y a une atmosphère de colère, mais il y a quelque chose de lourd. Alors que si vous entrez dans une maison où il y a beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, vous allez sentir cette son d'amour, de paix, d'harmonie. Or, quand il y a ces concentrations, d'une part, elles se créent, mais d'autre part,
ces égrégores sont vivants, donc ils émanent aussi. Alors, il y a, si vous voulez, qu'il peut y avoir un cercle vicieux ou vertueux. Plus il y a de gens qui ont peur, plus cela crée des égrégores de peur. Et plus il y a des égrégores de peur, plus il y a une atmosphère de peur qui génère de la peur. Et vertueux, c'est plus il y a de gens qui aiment, eh bien, plus on crée des égrégores d'amour et plus ça génère des atmosphères d'amour. Voilà de façon simplifiée, je pense, qu'est-ce que sont les égrégores. Alors, essayons de créer des égrégores lumineux et en diminuant nos peurs. Les grands égrégores sombres sont les égrégores de peur, de colère et de critique. Donc, essayons de transcender les choses, hein, transcender la colère en étant créatif, transcender la critique en essayant d'amener des propositions, transcender la peur en saisissant en ce que la peur veut nous dire. Et c'est aussi intéressant que collectivement, on arrête d'utiliser la peur pour influencer des masses. Voilà, Monique, merci de la question. Je sais que d'autres questions, il y a toujours d'autres questions, on est sans fin. Et puis, je vais vous retrouver. Je vais vous retrouver lundi prochain à midi pour Unis pour l'humanité, pour qu'ensemble, on crée des égrégores lumineux. Et à 12h30, ça c'est au Québec, rendez-vous avec Pierre Lessard. En Europe, c'est 18h pour Unis pour l'humanité et 18h30 pour rendez-vous avec Pierre Lessard. Et les rediffusions seront dans vos espaces membres au plus tard demain. Voilà. Je vais remercier tout le monde qui était là en ligne et invitez vos amis, c'est de faire en sorte que le langage est accessible et qu'il n'y a rien d'ésotérique. Autant dans Unis pour l'humanité, je pense que tout le monde peut comprendre et d'une fois à l'autre saisir mieux. Invitez les amis, les gens qui ne sont pas nécessairement dans une voie spirituelle. L'idée, c'est d'être ensemble, d'être unis pour un moment. Et après ça, durant la semaine, on peut reprendre, on peut continuer, c'est de maintenir l'état, reprendre la guidance pour contribuer, ne serait-ce que pour sentir qu'on contribue à des changements. Invitez-les aussi à rendez-vous avec Pierre Lessard. On peut se poser des questions, qu'on puisse parler, ouvrir des pistes de transformation. Merci à toute l'équipe de Symphonie. Merci à Joanne qui vous aide à vous mettre en ligne et qui nous transmet des informations. Merci à Isabelle qui est l'âme de Symphonie, qui est le grand courant qui ouvre la voie de Symphonie. Merci à toute l'équipe. Et à tout bientôt. Et je vous remets la vidéo qui présente Symphonie.